Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve pour notre 34e vidéo news. La vidéo news, c'est le format dans lequel on parle de l'actualité ludique. Et on va attaquer tout de suite par le sommaire. On commencera par vous parler des sorties, des jeux qui viennent d'arriver en boutique. Voilà, on en a aussi mis d'autres jeux parce qu'on avait envie de revenir sur des jeux un petit peu plus anciens. Ensuite, on parlera des festivals. On enchaînera avec notre rubrique YouTube, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, on va vous parler un petit peu des chaînes YouTube qui ont attiré notre attention ces derniers temps. Et comme toujours, on va commencer par remercier nos sponsors. Alors on remercie toujours les tipeurs qui sont nos principaux sponsors, mais cette semaine, on a un deuxième sponsor et on est très très content de ça. Vous savez que dans nos vidéos news, on ne peut pas accepter de sponsoring des éditeurs, des jeux dont on parle, parce qu'on tient absolument à notre liberté de ton. Mais nous avons le site Board Game Arena qui nous a proposé de sponsoriser cette vidéo. Ça n'est pas un sujet dans lequel on parle dans la vidéo, donc il n'y a pas de problème de liberté de parole et on est ravis d'avoir ce sponsor, ce soutien supplémentaire. On est d'autant plus ravis que, c'est pas par hasard pour nous, parce que c'est quand même un site sur lequel on va beaucoup de base. Toi et moi, on a déjà fait beaucoup de parties, notamment sur Seasons. Je dois être à plus de 500 parties contre toi. Oui. Toi, t'en as à plus de 1000 parce que tu joues avant de me connaître. Donc, ça nous fait très très plaisir. Board Game Arena, c'est un site sur lequel vous pouvez jouer en ligne contre des joueurs du monde entier. C'est un site sur lequel on joue aux jeux de société dont on parle, nous, dans nos vidéos. Tous ces jeux modernes qu'on a plaisir à jouer autour de la table avec des joueurs en ayant des interactions très fortes. Vous pouvez les retrouver en ligne, il y a un chat sur lequel vous pouvez discuter. On a mis un lien dans la description. Vous pouvez utiliser ce lien, on vous encourage même à utiliser ce lien parce que ça envoie le message au site que leur sponsoring est utile. Et puis on vous met aussi nos deux identifiants. Ouais, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez nous demander en ami, vous verrez que c'est effectivement un sponsoring, mais qu'on ne vous raconte pas des cracks, on joue vraiment beaucoup, vous pouvez regarder la liste de nos dernières parties, on a pas mal de parties sur ce site. Donc merci à BGA de nous faire confiance. On enchaîne avec nos tipeurs, chaque semaine nous avons également des gens qui nous soutiennent sur Tipeee, c'est notre principal sponsor, c'est vous qui nous soutenez via vos dons, qui soutenez le plus la chaîne. C'est ça, donc Tipeee, on le rappelle, c'est la plateforme qui vous permet de faire des dons pour nous aider. Et cette semaine, nous avons Stu Veil qui nous a laissé un tip. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et on a également Laurent. Laurent qui pose la question de savoir si on allait faire un débrief canapé de Cannes comme on avait fait sur Vichy. Alors les débriefs, on en a fait 4. Ouais. Ils sont en ligne. On n'a pas acheté de jeu sur Cannes, on n'achète pas de jeu. On en a ramené quelques-uns que les éditeurs nous ont donnés. On vous les présente dans la vidéo news proprement. Sur nos 4 débriefs, on a abordé pas mal de thèmes. Donc en fait, les présentations des jeux, on va les faire, mais plutôt dans le format vidéo news. Ouais. Au fur et à mesure des sorties. Voilà, on n'a pas beaucoup plus à en faire sur Cannes, sur ce festival-là en particulier, parce qu'on n'a pas vlogué pendant le festival, on ne s'est pas pris en photo, on n'a pas pris d'images, comme on l'avait fait à Vichy, où c'était plus facile de partager. Il faudra qu'on le refasse, hein. C'était assez sympa comme approche aussi. Ça se prête pas à tous les festivals, ça dépend de la démarche que l'on a. Me à London, c'est le nouveau jeu pour enfants de Scorpion Masqué, un jeu d'Antoine Boza et Corentin Lebras. Scorpion Masqué fait régulièrement des jeux pour enfants de grande qualité, puisqu'on peut citer notamment La Chasse aux monstres, Zombie Kids Evolution surtout. Moi j'aime moins la version de base, j'aime beaucoup l'évolution. Eh bien, c'est un nouveau jeu pour enfants à partir de 5 ans qui fonctionne très bien. On incarne Mia, qui est donc une enquêtrice, qui part à la recherche des 625 fripouilles, parce qu'il y a 625 personnages que l'on peut recomposer grâce à notre petit carnet qui nous permet de faire des portraits robots. On peut tourner les pages, et on va devoir donc faire un portrait robot, identifier la fripouille de cette partie. Donc c'est ça, c'est un jeu d'observation, simplement observation, il n'y a pas de rapidité. On a ici des paquets de cartes. Il y a 9 cartes. À la base, il y en avait 10. J'en ai retiré une au hasard. Il faut savoir que, du coup, on a pour 4 des 5 chapeaux, 2 chapeaux identiques à chaque fois et un seul chapeau qui sera unique. Le but du jeu, ça va être de retrouver le chapeau qui est unique, ensuite la paire de lunettes qui est unique, la moustache qui est unique et le nœud papillon qui est unique. Je vous propose directement de jouer plutôt que d'expliquer. Comme ça. Alors, je vais vous montrer rapidement quand même les différents chapeaux. On a un chapeau avec un bouton, ouais. Un chapeau avec des pièces qui ont été cousues, un chapeau avec une plume, un chapeau avec une fleur, et enfin un chapeau normal, sans rien de spécial. Ok. Il faut trouver celui qui n'apparaît pas 2 fois. C'est parti. Tu es prêt ? Ouais. C'est parti, première manche. J'en ai aucune idée. Vraiment ? Alors moi non plus. Je suis très mauvais à ce jeu-là, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je sais ce qu'il faut faire, mais j'arrive pas à trouver. On va passer maintenant à la deuxième manche. Vous allez voir que ça va se complexifier un petit peu. Parce que là, je vous avais fait 4 piles. Maintenant, on va faire seulement 3 piles. Tu es prêt ? Je suis prêt. C'est parti.
C'est bon pour moi. Bah, tu vois, j'ai même pas besoin de changer, c'est déjà dedans. Alors là, par contre, j'ai pas, je ne sais pas du tout. Encore plus dur, cette fois, il y aura seulement 2 piles. C'est parti. Facile. Voilà, vraiment... C'est vraiment le jeu, j'arrive pas. J'aime beaucoup, mais j'y arrive pas. Tu dis ça à chaque fois. Mais j'aime beaucoup. Attends, j'ai un doute. Oh non, t'as trop parlé, du coup, je sais plus. Et on va terminer avec les nœuds papillons. Les nœuds papillons, c'est le plus difficile. Le plus difficile pour la fin, et en plus, on va faire qu'une seule pile. T'es prêt? Non, comme d'habitude. C'est parti. J'ai aucune idée. J'ai focalisé sur une carte et elle est revenue. En me disant ce sera peut-être celle-là. Bah oui, et puis c'était pas celle-là. Ok pour moi. Donc, on va révéler nos 2 portraits robots. Voici mon portrait robot. Et voici. On n'a pas le même, on a juste celui-là qui va faire toute la différence. Vous avez peut-être joué devant votre écran, on va voir si vous avez bon. Et j'avais vraiment douté là-dessus, tu parlais beaucoup puis ça m'a perturbé. Oh non! Pas du tout. Révélation. Pas du tout. Yeah! Bravo. Yeah! Bravo. Yeah! Bravo. Pour l'instant. Et là je le sens bien. Je le sens bien parce que j'étais assez sûr de celui-là. Donc voilà, c'était Me à London. Vous avez vu tout de suite si c'est un jeu qui vous... Voilà. Ça m'énerve, t'as parlé, ça m'a perturbé. Au début, j'étais là-dessus. Bah non. C'est un jeu d'ambiance. Il faut parler dans ce jeu-là. Me à London, c'est un excellent jeu d'observation. Pour tout vous dire, je ne gagne jamais à ce jeu-là, donc je suis très très content, en sachant que c'est la deuxième prise qu'on fait. Tu gagnes jamais, sauf quand il y a la caméra. Oui, j'ai gagné aussi la première prise. Je crois que tu perds toujours devant la caméra. Ça me stresse. T'as un problème avec la caméra. Non, mais vous avez très bien compris si ce jeu peut vous plaire, c'est pour y jouer avec des enfants ou avec des adultes, parce que ça marche très bien aussi en compétition entre adultes. Et tu vois, j'ai hâte de revoir cette séquence pour voir à quel moment l'info de la moustache, elle switch. À quel moment tu parles et puis je me plante. Vivement qu'elle soit diffusée. Regarde, c'est une idée de jeu. Je lance les dés, dans les 2 premières secondes, il faut qu'on annonce un chiffre, un nombre. Celui qui est le plus près de la valeur réelle de tous les dés à gagner. Ok. C'est lui qui dira quel est le nom du jeu qu'on présente. Ok. 28. 25. Je suis con, j'aurais dû dire 27. Alors. 10, 13, 16, 18, 19, 20, 23. T'as gagné. Le défi de l'arène, c'est un jeu de Renegade, et c'est un jeu un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un jeu solo, et c'est une nouvelle série qui apparaît chez Renegade avec des jeux solo, accompagnés d'un petit fascicule dans lequel on a une histoire, une nouvelle à lire. En fait, c'est ça, voilà. L'originalité du jeu, c'est que vous allez avoir un jeu, je vais vous en parler un petit peu après, avec une mécanique plutôt classique, c'est un jeu normal. Par contre, ils ont rajouté cette nouvelle d'une 30aine de pages qui va vous permettre de vous immerger un peu plus dans l'histoire. Donc la nouvelle, on n'est pas obligé de la lire, pour celui qui n'aime pas forcément ça, mais j'ai trouvé l'idée super intéressante. Moi, je me suis amusé à la lire pour vraiment, finalement, comprendre ce que je faisais, comprendre le personnage qu'on incarnait dans le jeu. Donc c'est un jeu de Kaniklenko, qui a fait notamment... On dit Canet, tu crois? Je sais pas. Kane. C'est écrit Kane. Kane ou Kane Klenko, peut-être plus Kane. Kane Klenko, qui a fait notamment... Aucune assurance sur 2 accents. Hein. Kane, ouais, on va dire Kane. En tout cas, cet homme... Tu vois qu'il était au festival de Cannes. Cet homme a fait un jeu qui s'appelle Mission Pas Possible. Pour ceux qui connaissent, très bon jeu. C'est un jeu dans lequel on lance un chronomètre et on a du lancer de dés frénétique à faire et devoir placer des dés sur différentes cartes. Et bien là, on va retrouver un petit peu cette mécanique-là, sauf qu'on va pas devoir lancer les dés pendant 10 minutes, je crois que c'était ça dans le jeu Mission Pas Possible. Oui. Là, on va faire des tours où pendant 1 minute, on va devoir lancer frénétiquement ces dés. Et ensuite, on a une mécanique très simple. Tous mes dés qui sont des dés solos, c'est-à-dire des dés qui n'ont pas d'autres... par exemple, là, le 1, il est tout seul. J'ai pas le droit de relancer. Par contre, si je vois que j'ai plusieurs 4 et les 4 ne m'intéressent pas, je peux relancer la série de 4. Au bout d'1 minute, ou quand mon lancer me semble suffisamment intéressant, j'arrête le temps, et ensuite on va placer les dés, on va les répartir sur les différentes cartes pour décider d'attaquer en fait les ennemis. Il faut savoir que dans le jeu, on a 6 ennemis qui nous font face. Pour gagner la partie, il faut en vaincre 8. Et ça, si vous voulez comprendre un petit peu pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette arène, eh bien c'est pareil, c'est détaillé dans la nouvelle.
Donc comment ça marche? On va simplement placer, par exemple, ici on voit que les dés de valeur 1, la carte qui est posée ici me dit que si je veux réussir à combattre cet ennemi-là, donc lui infliger un dégât, il faut que je mette au moins 3 dés. Mais là, on en a qu'un, donc on pourra en mettre qu'un. Et tu vas voir que même en mettre un, c'est pas bon du tout. Si on en avait eu 2 ou aucun, ça aurait été plus intéressant. Je vais expliquer pourquoi après. On a également parfois des contraintes. Par exemple, là, il faut 3 dés et il faut au moins un dé vert. Okay. Une fois qu'on a réparti tous les dés, c'est ce que je te disais juste avant, si on ne touche pas l'ennemi parce qu'on a mis 2 dés qui en fallait 3 ou qu'on a mis aucun dé parce qu'on n'avait pas de dé de valeur 1, c'est pas grave. En revanche, si on a un seul dé, c'est un dé solo, et bien là, on ne fait pas une attaque, mais on subit un dégât. Donc subir un dégât, c'est quoi? C'est on redescend de 1. Et il faut savoir que si on était un peu plus haut, c'est pas grave, on redescend. Par contre, là, vu qu'on était déjà en bas de la carte, on va subir un dégât, c'est-à-dire perdre un point de vie. La partie s'arrête quand on n'a plus de points de vie. Et donc, quand on lance les dés, il faut vraiment réfléchir rapidement parce qu'il faut assimiler toutes les cartes pendant le temps d'élancer de dés et essayer d'avoir un résultat qui va nous permettre de pas faire n'importe quoi. C'est ça, et quand tu parles d'anticiper les cartes, le truc c'est qu'il faut déjà donc anticiper le nombre de dés qu'il faut, les contraintes, et on a parfois aussi des pouvoirs qui viennent s'ajouter. Par exemple, là, si vous attribuez un dé solo, vous ne subissez pas un dégât, mais 2 dégâts d'un coup. Donc, il faut vraiment se concentrer là-dessus, mais évidemment, comme tu dis, en 1 minute, c'est compliqué de tout gérer. Voilà, on va pas rentrer plus dans les détails, mais il faut savoir que ce que je viens de vous expliquer là, c'est ce qu'ils appellent dans le jeu le mode entraînement. Une fois que vous êtes à l'aise avec le mode entraînement, vous avez la possibilité de rajouter des modules. Il y a dans le jeu 6 modules différents, et donc tu peux choisir d'en rajouter 1, 2, 3, tu choisis celui que tu veux pour vraiment optimiser et faire sur mesure ton type de jeu. Donc tu as des modules qui vont t'aider, qui vont être là pour te rajouter des pouvoirs, tu as des modules au contraire qui vont ajouter du chaos. Par exemple, si on prend le module des chars, hop, si je mets cette carte-là, il faut savoir que au début du tour, quand je lancerai mes dés, il faudra que je prévoie un dé de valeur 4 pour annuler ce pouvoir-là. Sinon, je prendrai le malus, ajouter un de vos dés sur la piste de fatigue. Évidemment, c'est tous des malus, des choses qu'il faut éviter. Donc ça devient nécessaire quand on est habitué au jeu, qu'on veut un petit peu plus de difficulté, qu'on veut du renouvellement et qu'on a envie de poursuivre l'expérience dans cette réussite parce que ça reste une réussite. Un jeu qu'on fait tout seul avec des contraintes qui vont changer un petit peu à chaque partie, là, dans ce cas de figure-là. Et donc un vrai défi personnel. C'est ça. On vous présente un gros jeu de chez Super Meeple, Magnastorm. Alors Magnastorm, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années déjà, qui était disponible, qui n'était pas disponible, parce qu'on pouvait l'acheter pour ceux qui l'avaient eu en langue originale, en allemand ou en anglais. Je pense que c'était Magnastorm d'ailleurs à l'époque. C'est allemand. Ah non, mais je m'y connais en prononciation de mots. Dans Magnastorm, on va partir en exploration sur une planète pour retrouver les traces de civilisation qui ont installé plein de technologies très intéressantes qu'il faut absolument emmagasiner. Mais sur cette planète, il y a une tempête magnétique qui s'approche, d'où le titre du jeu. Magna, Storm, tempête magnétique. Bravo. Cette tempête, elle va arriver, et elle est assez problématique, puisque nos troupes qui se déplacent sur la surface de cette planète ne pourront pas aller dans les zones de tempête. Ils vont aller plutôt dans les zones calmes, dans lesquelles ils pourront établir leurs recherches, poser des laboratoires tortues, acquérir des technologies. C'est un jeu dans lequel on va occuper une zone, on va faire un petit peu la course avec les autres joueurs. Là, je quitte le thème, je parle davantage de la mécanique. On va occuper des zones qui sont des zones de couleurs, progresser sur des pistes. Donc il y a des courses sur les pistes, il y a des courses avec des objectifs autour du plateau, il y a des majorités à avoir. On va aussi faire des actions dans lesquelles, ici, on a un petit plateau qui est assez ingénieux, puisqu'on va poser nos personnages sur ce plateau. Si on les pose en haut, on va devoir payer un coût qui est représenté par les personnages qui sont déjà posés. Ça, c'est des personnages neutres, mais on a des personnages de couleur également. Il va falloir dépenser des cubes, des petits cubes, pour pouvoir se poser en haut, pour pouvoir faire les actions qui sont associées au commandant. Et à l'inverse, si on déplace un personnage en dessous, on pourra récolter des cubes ou pouvoir se déplacer, et on va libérer de la place pour les joueurs du dessus. Donc il y a une très forte interaction dans ce jeu. Il y a l'interaction sur ce plateau-là, il y a l'interaction ici dans la course à l'occupation des différentes zones, il y a de l'interaction dans les objectifs aussi. Là, vous comprenez assez rapidement à ces différents aspects si c'est un jeu qui peut vous séduire ou si c'est pas du tout le type de jeu auquel vous attachez. Donc il y a de l'opportunisme, il y a une forte part d'opportunisme puisqu'il va falloir s'adapter aux actions des autres, mais il y a aussi pas mal de stratégies et de réflexion à plus long terme, puisqu'il va falloir vraiment avoir une stratégie, mettre en place une stratégie pour gagner notamment les objectifs qui sont là-bas autour du plateau.
Petit aspect intéressant du jeu, il faut savoir qu'en fin de partie, en fonction de notre classement, on va recevoir des cartes, donc des artefacts, or, argent ou bronze, et ces artefacts vont servir pour les parties suivantes. Il faut savoir qu'à partir du moment où on aura fait plusieurs parties, pour essayer d'équilibrer un petit peu le niveau entre les joueurs, donc celui qui aura été meilleur, il va avoir un artefact d'or, mais qui lui apportera moins d'avantages que les autres joueurs. Alors je sais pas si ça équilibre énormément, mais effectivement dans les cartes de bronze, il y a des petits bonus qui sont situés en bas. Et dans les cartes de bronze, regarde, tu peux avoir des cartes plus puissantes, c'est soit du 1, c'est pas très bien, mais tu peux avoir des cartes 5, alors que l'or c'est toujours 3. Et dans l'or c'est toujours 3. Donc ça c'est l'aspect qui est vraiment amusant, c'est de voir qu'ils ont prévu le fait qu'on va enchaîner les parties. C'est ça. Est-ce que ce jeu Magna Storm peut être fait pour vous? Est-ce qu'on vous le conseille? Moi, à titre personnel, et je peux parler que de mon avis personnel, c'est un type de jeu que j'apprécie beaucoup. J'ai vraiment bien aimé la partie. Et qu'est-ce que tu mets en avant sur là, donc on a expliqué un peu le jeu, qu'est-ce que tu mets en avant? Le côté, tu parlais de beaucoup d'interaction entre les joueurs, le côté course qui te plaît aussi? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ma partie, on peut jamais parler que de ses goûts personnels. Bien sûr. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai retrouvé des petites mécaniques qu'il y a dans d'autres jeux. Moi, ça m'a fait penser par exemple à Terra Mystica et à Gaia Project, qui est également un jeu dans un univers un petit peu futuriste, dans l'espace, et où il y a des mécaniques qui sont relativement complexes finalement, très très riches. J'aime beaucoup Gaia Project, mais c'est un jeu où on a le cerveau qui fume. Ici, on retrouve des petites sensations de ce jeu-là, peut-être en moins fouillis, mais aussi avec beaucoup plus de légèreté. Et cette différence de complexité, ça fait aussi partie des choses qui font que j'aime bien Magna Storm, parce que j'ai pas trop de mal à y jouer, on peut y jouer assez facilement, alors que Gaia Project, que peut-être je préfère, je le sors moins souvent. Il y a quelques vidéos de ça où vous avez fait découvrir le jeu Charaf de Sable Productions et où vous avez dit qu'on vous reparlerait de leur prochain jeu, La Princesse aux échelles. Eh bien, allons-y. C'est maintenant. C'est maintenant. Parlons de La Princesse aux échelles. Alors, ça n'a rien à voir avec Charaf. Charaf, c'est un jeu dans lequel on joue avec les mots, un jeu d'ambiance à sortir en fin de soirée notamment, très efficace en fin de soirée. Oui. La Princesse aux échelles, ça sera plutôt, et là on va être très précis, un jeu de milieu de soirée, voire début de soirée. Ça dépend à quelle heure la soirée commence, mais oui. C'est un jeu d'expérience. C'est un jeu coopératif, tu as raison, c'est un jeu d'expérience, un petit peu dans la lignée des The Mind et tous ces jeux qui vous font vivre Yokai. Une aventure coopérative un petit peu particulière. C'est un jeu dans lequel on va devoir communiquer, sauf qu'on aura très peu de moyens de communiquer. Et voilà, vous connaissez ce type de jeu où vous savez que vous ne pouvez pas tout dire, mais vous pouvez en dire un peu, dans lequel il y a des codes qui vont apparaître entre les joueurs, qu'il va falloir mettre en place, et c'est la mise en place de ces codes qui font aussi la richesse du jeu. C'est un jeu, comme tu l'as dit, coopératif, dans lequel on va devoir libérer des princesses. 4 princesses libérées et la partie est gagnée. En revanche, on va avoir, comme dans un conte de fées, une histoire qui va... on va tourner les pages au fur et à mesure, et si on arrive à la fin de l'histoire et qu'on n'a pas réussi à sauver toutes les princesses, la partie est perdue. On tourne une première page, on lit l'histoire, donc on a un côté background, on tourne la deuxième page, et à chaque fois qu'on aura une histoire, on aura aussi une contrainte qui va s'ajouter. Donc ce qui permet, il y en a différentes, il y en a encore d'autres dans la boîte, qui permet d'avoir des parties différentes à chaque fois. Le principe général du jeu, on va quand même insister dessus, c'est d'arriver à un nombre donné. On a des cartes avec des numéros dans sa main, on va devoir les jouer, chacun son tour, et ces cartes numéros, il va falloir les additionner pour arriver à libérer une princesse qui a un chiffre cible. C'est ça. Donc, comment ça marche? On a tiré ici une première princesse qui va nous donner certaines informations. Par exemple, la carte référence dont tu parlais, qui est un donjon, là, seulement le joueur qui va jouer le prince pour avoir cette carte-là. Je suis le prince, j'ai tiré la carte donjon qui me donne la valeur 9, je suis le seul à la connaître, c'est indiqué ici sur la princesse. Je vais jouer une première carte qui sera la carte référence. Par exemple, imaginons qu'on soit 3 joueurs autour de la table. Je joue un 3. Et là, tu peux pas me dire, c'est un 9 qu'il faut atteindre. Il faudrait que tu joues un 6, parce que si tu joues un 6, 6 plus 3, ça fait 9, on aura gagné. Ce serait pas super intéressant. Ce serait pas très intéressant. Sachant que là, je configure le jeu pour 3 joueurs, parce que ça se joue à partir de 3. Donc imaginons qu'on soit 3 joueurs. Il faut arriver à un total de 9 quand tous les joueurs auront joué une carte. La seule info que je peux donner aux joueurs, donc par exemple à toi Martin, c'est plus ou moins que cette carte référence. Et donc évidemment, tout le sel du jeu va être dans le fait de dire soit plus, soit plus. Et vraiment en fonction de comment je vais le dire, tu vas essayer de comprendre quelle carte tu dois mettre. Et donc là, la carte que tu vas poser sera visible. Donc là, je vais te dire plus. Donc je vais jouer le plus, un petit peu plus, donc je sens que ça part sur le 5, quoi. Voilà, j'ai donné vraiment un petit plus. Donc 5 et 3, c'est-à-dire que le dernier joueur, j'ai pas le choix, il faut que je lui donne la valeur de 1. Donc là, par rapport à cette référence tu vas de 3, crier moins. Je vais crier moins, vraiment,
je vais insister là-dessus pour que le joueur joue la carte 1. Si on arrive à remplir l'objectif, on sauve une première princesse, on passe à la suite de l'histoire. Si en revanche on se trompe, on tourne une page, mais on reste sur la même princesse. Donc comme je disais, on perd du temps et on n'arrive pas forcément à sauver toutes les princesses. Alors, il y a d'autres petites subtilités, on a des cartes qui peuvent nous aider également. On a aussi, et ça c'est très important, le fait que les cartes qui ont été jouées, elles restent sur la table. Exactement. Donc on ne va pas les récupérer. Au premier tour, on a plein de liberté. À partir du tour suivant, on va avoir des contraintes, mais en même temps, on va savoir ce que les autres ont joué, donc ce qui leur reste en main, on va pouvoir calculer. C'est vraiment super malin comme petite réflexion et comme petite sensation de jeu. Voilà, vous avez compris le principe de jeu. Ça se range dans la catégorie de tous ces jeux expérience, Hanabi, The Mind. Je cite les meilleurs d'entre eux. Yokai, oui. Fuji. Il y en a beaucoup. Il commence à en avoir maintenant, beaucoup, oui, parce que ça devient un style de jeu, alors, à la mode en ce moment évidemment, mais qui plaît aussi à un nouveau type de joueur qui arrive dans le jeu de société. Si vous en faites partie, si vous êtes intéressé par ce type de jeu, que vous avez envie de vivre des expériences autour de la table, La Princesse aux échelles, c'est une réussite collective. Très original. C'est ça. C'est un jeu qui rentre dans ta ludothèque ? Ouais, totalement. En fait, justement, alors, j'ai fait qu'une partie pour l'instant, Oui. mais comme je disais tout à l'heure, j'ai hâte de le faire découvrir à d'autres tables, à chaque fois de recommencer cette explication et de voir comment ça marche. Les jeux expérience, des fois ça marche pas. On l'a vu avec The Mind, que j'adore, que tu n'aimes pas du tout. Alors, non, c'est pas... Que t'aimes moins. Non, j'ai beaucoup joué dessus parce que c'est un jeu qui a gagné l'As d'or. Ouais. Donc je me suis amusé à dire que c'est un scandale et tout ça, ce qui n'est pas du tout ce que je pense. Moi, je pense que c'est un jeu qui, effectivement, est très à la mode, The Mind, qui fonctionne bien, qui a amené plein de nouveaux joueurs aux jeux de société. Donc c'est un jeu qui est important. Moi, j'aime moins les jeux coopératifs et j'ai plus envie d'avoir des aspects de fourberie autour de la table. Donc c'est pas le type de jeu que je préfère. Donc un jeu expérience comme ça, mais avec des fourberies, ça pourrait te plaire. Je pense pas que ça existe encore. Non, ce que j'aime moins, c'est le côté coopératif. C'est pas le fait que ce soit un jeu expérience. C'est le côté. Donc c'est ce que je dis. C'est le tirage des cartes qui va faire qu'on gagne ou pas. Et ici, dans La Princesse aux échelles, c'est pas le tirage des cartes qui va faire qu'on gagne ou pas. Parce que c'est vraiment les interactions qu'il va y avoir entre les joueurs. Il y a un petit côté jeu de pli. Donc c'est pas tout à fait la même catégorie sur cet aspect-là. Donc les jeux d'expérience, moi, ne me posent pas de problème du tout. C'est plutôt le côté le hasard du coop, les moteurs de hasard dans les coops qui, moi, ne m'enthousiasment pas toujours. On est en train de parler de moi. C'est pas le moment du tout. Si vous vous reconnaissez dans ce type de jeu, La Princesse aux échelles est un jeu qui rentre dans la catégorie que tu apprécies. Et donc, on vous le conseille. C'est ça. C'est bon, on peut y aller. J'ai un petit peu soif. Bien. Rock'n'Roll. Alors, Rock'n'Roll, c'est pas une nouveauté. C'est un jeu qui date, je crois, de 2016, qui existe même pas en France, mais qu'on a vraiment aimé, et c'est pour ça qu'on a envie de vous le faire découvrir. En fait, ça fait un moment qu'il était dans la ludothèque, Ouais. On l'avait acheté, et on y a joué dernièrement. Et on n'a pas de raison d'en parler spécialement, parce que je ne sais pas si on peut se le procurer, j'en sais rien. Mais comme on y a joué, comme on a beaucoup aimé, et comme c'est une vidéo dans laquelle on partage les jeux que l'on a beaucoup appréciés, Eh ben, ça tombe bien. on le partage avec vous. C'est un jeu, c'est un petit peu dans la gamme des Roll & Write, même complètement, puisqu'on va lancer des dés, et on va cocher dans des cases, donc c'est tout à fait ça. Mais c'est pas du tout les mêmes sensations qu'un jeu de Roll & Write. Le matériel, effectivement, s'y prête, mais les sensations sont très différentes. Ils sont très proches d'un jeu de poker. Chaque joueur dispose de 2 ou 3 dés. Ça dépend du mode de difficulté auquel on veut jouer et des différentes combinaisons possibles. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis 2 dés par joueur. On va les lancer dans son petit gobelet percé. On va avoir une combinaison qu'on sera le seul à voir. Tu mets comme ça, toi? Moi, j'ai toujours mis l'envers. On est le seul à pouvoir voir la combinaison qu'on a. Et c'est comme au poker, c'est comme les 2 cartes qu'on a en main au début d'une partie de poker. Ensuite, on va avoir le flop. Le flop, c'est 3 dés qui sont lancés, qui vont avoir des numéros, forcément, des constellations. Là, j'ai 2, 3, 1, 6. Je vais les associer avec les dés qui sont derrière ma combinaison. Et je vais avoir le choix, à ce moment-là du jeu, soit de noter directement la combinaison que j'ai réalisée en révélant. Donc là, ça reviendrait, pas vraiment au poker, mais c'est comme si tu te couchais, tu décides d'arrêter le tour et tu vas marquer les points en fonction de la combinaison que tu as maintenant. Par exemple, si j'ai une paire, je peux cocher la case paire. La case paire, elle me vaudra 1 point, 2 points par paire que j'aurais eu dans la partie, et je peux en faire 6 dans la partie. Parce que tu n'avais pas un autre 3 derrière? Et en plus, j'ai la possibilité, si jamais je me couche directement, de cocher la case où je me suis couché directement, qui me vaut 1 point supplémentaire. Mais je peux gagner beaucoup plus si je reste dans la partie. Si je reste dans la partie, on va lancer le dé supplémentaire, le turn. Hop! Oh, un 6, regardez, ça fait déjà... Sans déconner. Ça fait déjà 2 paires. Mais ça ne marche pas du tout. 2 paires au 6. Donc là, de nouveau, on a la possibilité de révéler sa main immédiatement et de cocher la case. Non, mais toi, tu t'étais déjà couché.
Oui, bah alors... je joue tout seul. Non, je n'ai pas révélé, regarde. Non, c'est vrai. C'était pour l'exemple. Donc on a la possibilité de cocher la case 2 paires si on a 2 paires, ou alors de rester dans la partie. Mais si on reste dans la partie jusqu'à la river, le dernier dé que l'on lance, cette fois-ci, il faut obligatoirement avoir la meilleure combinaison autour de la table, et c'est pour ça qu'il y a une phase de bluff qui commence, parce qu'on va essayer d'influer sur le choix des adversaires. Je te cache pas que j'attends un dé, là. Y compris le fait de dire oh bah, moi vraiment j'ai une super main, je reste, vous pouvez vous coucher, peut-être d'influencer les autres qui vont se coucher, et surtout, bah, au final, quand on révèle, ne rien avoir du tout et d'avoir marqué de précieux points, parce que il y a une ligne pour ceux qui ont gagné à la fin. C'est la river, là on peut révéler notre main. Moi, j'ai un full. Parce que t'as un volant de 3 et une paire de 6. Alors moi dès le début j'avais une paire de 4, je me suis dit tu vas peut-être mettre... Mais t'as même pas pu remettre un 4. Toi t'as 2 paires, 6-4, donc du coup... C'est toi qui gagne. Bah oui, tu ne coches rien dans ce cas-là. Si tu as tenu à aller au bout de la partie et que tu as perdu, tu ne coches rien, donc tu n'auras pas de points en plus. Moi, je coche la case, j'ai gagné après le 3e round, et en plus, j'ai un full. C'est ici. Un full, ça vaut 5 points quand même. C'est pas mal. Et la case du haut, elle vaut quand même autant de points qu'il y a de joueurs. Et donc, on va continuer comme ça, on va enchaîner les tours, et dès qu'un joueur complète une des lignes, la partie s'arrête, on fait le total des points, et celui qui a le plus de points gagne la partie. Ça marche super bien parce qu'on a la légèreté d'un jeu de dés, il y a le côté un petit peu bluff qu'on a dans le poker, donc on se retrouve tout de suite. On peut y jouer en famille, nous on y a joué avec des enfants, ça marche, il n'y a pas de problème. C'est une bonne approche du poker avec beaucoup plus de légèreté et pas de mise. Il y a cet aspect de roll and wild qui fait qu'il y a de la tension dans la partie, même sans avoir besoin de mise. Et si vous y jouez avec des adultes, vous pouvez prendre l'autre côté du plateau pour avoir un dé de plus, beaucoup plus de combinaisons possibles, puisque... on va pouvoir cette fois-ci avoir une série de 6 dés identiques. Et tu as vu que là, la paire, elle est plus valorisée. Là, le minimum, c'est double paire dans ce mode-là. C'est un peu plus compliqué. Mais oui, ça nous a beaucoup plu. Donc, on espère que vous pouvez vous le procurer si ce jeu vous plaît. Mais là, en l'occurrence, je ne sais pas. Mais si jamais l'occasion se présente, non, ça doit toujours se trouver quand même. C'est pas un jeu qui est introuvable, c'est publié par Schmitt. Ou sinon, vous passez à la maison. Voilà. On vous accueillera avec plaisir, on vous fera jouer à Zock and Roll. Nous, on va y jouer. Oui. Il est dans notre ludothèque. Totalement. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait notre petite rubrique sur ce qui se passe sur YouTube, sur les autres chaînes. Je voulais revenir cette semaine sur les jeux de rôle filmés. C'est en train d'exploser. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de chaînes qui proposent des parties de jeux de rôle qui sont filmées, qui sont parfois très très bien mises en scène. Et si on ne connaît pas les jeux de rôle, si on n'a pas l'habitude d'y jouer, ce qui est un peu mon cas, hein, j'en fais pas des masses, donc j'étais très curieux d'aller voir un petit peu comment ça se passe. Comment ça s'organise sur ces chaînes-là, comment ils arrivent à filmer une partie, parce que c'est du jeu narratif, c'est pas évident de mettre ça en scène. Il y a plusieurs chaînes qui le font. Il y a notamment la chaîne Roll and Play, c'est la première que j'ai regardée moi en détail. Je suis très 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 impressionné par la qualité de ces vidéos. T'as déjà regardé, non ? Non. Aucune. Alors non, je regarde pas. Par contre, tu m'en avais parlé d'une. Alors je sais pas c'est laquelle avec Maxime Chatham. C'est Roll and Play effectivement. Donc c'est en français. C'est en français, c'est complètement en français. Il y a plusieurs... alors c'est un petit peu à la manière des séries. Ils lancent des saisons avec un scénario de jeu de rôle, parce que le jeu de rôle, ça se joue comme ça se joue sur plusieurs soirées. Ouais. Les joueurs se retrouvent. Je pense qu'ils enregistrent d'affilée, eux, des parties, et puis qu'il y a les chapitres en différents épisodes. C'est diffusé, c'est très très bien mis en scène. Ils ont une qualité vidéo qui est bluffante. C'est ça dont tu m'avais parlé et qui m'avait presque donné envie de regarder. Après du coup, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps, mais franchement, je t'invite à jeter un coup d'œil, ne serait-ce que pour ta culture personnelle, parce que ça vaut le coup de voir ce qu'ils font. Nous qui faisons des vidéos, on est très, c'est intéressant de voir très intéressés par les solutions techniques qu'ils mettent en œuvre. Il y a 15 000 abonnés sur cette chaîne, donc ça fonctionne très bien. Il y a un gros public pour regarder ça. Et c'est des vidéos longues ou est-ce qu'ils arrivent C'est des vidéos, oui, parce que c'est des sessions qui font généralement plus d'1 heure, moi je dirais. Hein. Okay. Et sur des jeux de rôle qui sont très différents les uns des autres. Il y a des jeux de rôle dans l'univers préhistorique, il y a des jeux de rôle dans l'univers habituel des différents donjons et dragons. Et qu'est-ce que tu ferais ? Je sais pas, tu peux continuer. Et donc, moi j'étais assez bluffé. Est-ce que je t'avais montré la bande-annonce qu'ils avaient fait à un moment ? Non, tu m'en avais parlé. C'est de ça que je parlais en fait. Tu m'avais parlé en me disant c'est mieux qu'à la télé, que les bandes annonces qu'on voit à la télé. Il paraît que c'est super bien. Il y a eu une bande annonce qui s'appelle, alors je sais plus le nom exact, mais sur un problème technique qu'ils avaient eu, visiblement dans leur enregistrement de parties de jeux de rôle. C'est une petite bande annonce dans laquelle on voit un petit peu leur univers. Je te disais que c'était effectivement mieux que les bandes annonces de France 2 quand ils lancent une émission où les animateurs se mettent ensemble avec des moyens techniques qui j'imagine sont beaucoup plus impressionnants. Bah là. Sur cette chaîne-là, en tout cas, j'ai été très très impressionné par la qualité de leur travail. Je vous ai mis un petit aperçu en bas, donc vous avez pu jeter un coup d'œil.
Une autre chaîne s'est lancée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Le Bon Nerd et qui fait des vidéos de tout type avec des youtubeurs notamment et puis des acteurs. C'est le cas aussi de Run and Play. Ce sont des acteurs qui font ces vidéos-là. D'accord. Ce sont des joueurs de jeux de société, ce sont des joueurs de jeux de rôle, mais ce sont des gens qui sont à l'aise devant la caméra, qui sont capables de mettre l'ambiance, et je pense que c'est absolument indispensable pour filmer du jeu de rôle, il faut être relativement à l'aise. D'accord, oui. Sur la chaîne Le Bon Nerd, nous avons notamment, moi j'avais noté, alors il y a des gens qui sont connus comme Anne-Sophie Girard, il y a aussi Adrien Méniel et Pénélope Bagieux qui sont des gens qui sont connus particulièrement par moi parce qu'ils ont tous les deux fait de la bande dessinée. Okay. Ils font de la bande dessinée, enfin Pénélope Bagieux en fait beaucoup, c'est une figure très importante du monde de la bande dessinée, mais ils font aussi donc du jeu de rôle, c'est filmé. C'est aussi un travail qui est assez remarquable parce que ce sont des gens qui sont habitués aux vidéos. Ils ont l'habitude de travailler avec la caméra. Donc ça vaut aussi le coup de jeter un petit coup d'œil à cette chaîne qui a déjà 17 000 abonnés alors qu'elle s'est lancée il y a 2 mois maintenant. Ah oui, donc oui, c'est super efficace. Ça marche très très bien. Okay. Dans les deux cas quand même, je vais rajouter une petite nuance. Ne vous attendez pas à avoir une série télé. Il n'y a pas cette qualité de scénarisation qu'on peut retrouver sur une série télé. Moi j'ai regardé pour voir comment les gens s'en sortaient. Sur le plan des scénarios, ça reste du jeu de rôle, donc c'est les interactions entre les joueurs qui sont importantes. Les scénarios en eux-mêmes, j'ai jamais été bluffé véritablement, c'est pas aussi captivant qu'un scénario de série télé avec des rebondissements et puis des moments en fin de vidéo qui vous donnent très 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 envie d'aller voir la vidéo suivante. Ça n'a pas la qualité scénaristique d'une série télé, évidemment, ne vous attendez pas à ça. Citons également Mashup, la chaîne de Monsieur Fall sur le jeu de rôle, sur son jeu de rôle, sur Mashup. Alors, c'est assez différent des deux autres chaînes dont on a parlé juste avant, parce qu'il n'y avait pas, je pense que c'est pas lui faire offense que de le dire, il n'y avait pas la même qualité de vidéo, c'était quand même des caméras qui étaient posées dans un décor plus sommaire. C'est pas les mêmes ambitions. Le fond blanc, il me semble. Ben non, mais ça, c'est tout à fait assumé de sa part. Bien sûr. C'est pas des acteurs non plus qui étaient devant la scène. C'était une approche quand même qui était assez intéressante, mais je n'ai pas tout regardé, des vidéos de Mashup dont je ne pourrais pas en parler plus que ça. Par contre, Monsieur Fall fait des petites capsules où il partage sa vision du jeu de rôle. Je pense qu'elles sont assez intéressantes à regarder. On arrive à la fin de cette 34e vidéo news. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre format, une autre vidéo news. Ouais, par exemple. On ne sait pas exactement parce qu'on a pris pas mal de retard avec le Festival des Jeux de Cannes. Donc on essaie de rattraper nos retards, mais on n'a pas une idée très précise de dans quel ordre on va faire les différentes vidéos. Donc vous aurez la surprise de voir apparaître une vidéo un beau jour, on ne sait pas encore c'est laquelle. Bonjour. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt.